merci à tous de vous être connectés. Je vais même mettre ma caméra. Voilà, donc bonjour à tous. Donc, je suis Thierry Parère, je suis en charge des sujets industriels et techniques à la FIEV. Bienvenue dans ce séminaire donc organisé à la fois par la FIEV et le GPA pour donc vous informer, comme je le disais tout à l'heure. Vraiment, on est sur de l'information et du partage sur le règlement MACF, donc le mécanisme ajustement carbone aux frontières, donc MACF ou CBAM en anglais, donc a créé de nouvelles obligations réglementaires pour les importateurs, c'est-à-dire les acteurs économiques responsables de la mise en pratique des produits dans le territoire douanier de l'Union européenne. C'est la définition de la direction des douanes. Donc à ce propos, donc la FIEV et le GPA vous proposent donc de faire ce point d'avancement sur les obligations à venir pour chaque importateur de produits. Donc l'idée, c'est bien de repartir dès le début. Un rappel de l'intention, tout le monde n'est pas forcément au courant de l'ensemble des sujets. C'est l'occasion de reposer le sujet. Quel impact auront les lois de simplification européenne Omnibus? Qui sera concerné? Et quelles démarches sont à engager et dans quel délai? Et d'où le titre du webinaire, les échéances approchent. On enfonce presque une porte ouverte, mais on va s'apercevoir que pour ceux qui sont concernés, il faut agir vite. Alors pourquoi ce séminaire? Lors de nos différents groupes de travail, en particulier celui traitant de l'empreinte carbone produit à la FIEV que je pilote, nous avons fait le constat, entre participants présents en salle, équipementiers et constructeurs, que beaucoup de questions se posent encore sur le MACF, sa compréhension, les dernières évolutions et en fait comment on le met en œuvre. Donc, de manière pratique, si vous en êtes d'accord, on va, donc pour ceux qui n'étaient pas branchés, on va enregistrer la séquence. On aura une première phase de présentation qui durera environ 30 à 40 minutes, qui va nous laisser une large part aux questions-réponses, les questions que vous pourrez avoir. Donc, merci de mettre vos micros en mute le temps de la présentation jusqu'à votre prise de parole. Et puis, au fur et à mesure que vous avez des questions, merci de bien vouloir les mettre dans le fil de conversation. Et puis, je vous donnerai la parole au fur et à mesure dans la chronologie d'arrivée de celle-ci. Ingrid, si tu veux bien passer le slide suivant, s'il te plaît. Donc, quelque chose auquel certains sont habitués, mais il faut le rappeler. Donc, c'est le programme de conformité aux règles de la concurrence. Donc, la FIEV et le GPA entendent pleinement respecter les règles de droit à la concurrence. Pour chaque réunion, un ordre du jour précis et non équivoque est établi. Il est adressé à chaque participant avec sa convocation. Il est permis à tout participant de demander au début de la réunion le rajout d'un sujet à l'ordre du jour. Une telle modification nécessite l'accord de toutes les personnes présentes. Chaque participant devra veiller à ne communiquer que les informations nécessaires à l'activité et aux missions de la FIEV et du GPA et ne pas communiquer ou échanger d'informations sensibles, plus généralement à ne pas adopter de comportements susceptibles de constituer une violation des règles de droit à la concurrence. Vous êtes bien au courant, je sais que je vous fais confiance, vous savez, vous allez le respecter. Sachez que est branché à cette visio dans le cadre de nos règles de conformité aux règles de la concurrence, un avocat qui est branché pour en témoigner. Voilà, et donc Petit sujet, quand certains ont reçu l'invitation, les participants n'étaient pas tous masqués. Je m'en excuse. Donc, si vous voulez bien supprimer cette invitation avec tous les participants, puisque effectivement, faut qu'on se conforme aux règles de l'RGPD. Voilà, merci Ingrid. Slide suivant. Donc, je vais passer la parole à Ingrid Sauval, donc pour rentrer dans le vif du sujet. Ingrid a la gentillesse de bien vouloir présenter ce sujet. Elle est Procurement CO2 Senior Manager dans le groupe Renault, puisque effectivement, nous, nos groupes de travail sont mixtes, constructeurs, équipementiers. Et merci d'avance, Ingrid, pour ta présentation. Je te passe la parole.
Merci beaucoup Thierry. Alors avec toutes mes excuses, c'est la magie du direct, ma caméra refuse de se connecter à cet event, donc je mettrai ma photo dans la présentation pour que vous m'ayez au moins vu une fois, et encore une fois avec toutes mes excuses. Donc je suis Ingrid Sauval, je travaille pour le groupe Renault, je suis aux achats. Et je m'occupe de ce qu'on appelle la décarbonation du scope 3, c'est-à-dire de la décarbonation de nos biens achetés. Je travaille aussi sur la question des impacts des nouvelles réglementations pour les achats et pour nos fournisseurs. Donc aujourd'hui, le sujet qu'on a discuté avec Thierry et de vous présenter, c'est ce qu'on appelle le MACF, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui va être en gros une taxe à l'entrée à la frontière, une taxe rétroactive à l'entrée des frontières de l'Europe. Donc, je vais vous repréciser ça de façon plus détaillée aujourd'hui. Donc, je ne suis pas juriste. Nous travaillons comme vous en interne pour respecter ces réglementations. On travaille sur l'analyse de ces réglementations, sur ce qu'on a à faire et toutes les actions à mettre en place pour être compliant et en temps et en heure pour cette réglementation. Donc l'idée, on a déjà commencé à travailler sur la question. Il y a une grosse échéance qui arrive qui est d'obtenir son autorisation de déclaration pour le 1er janvier 2026. Elle aura un caractère bloquant la frontière si on ne l'obtient pas. Il y a un certain planning à respecter et beaucoup de travail à faire pour pouvoir l'obtenir. Donc l'idée, c'est de vous débriefer sur ce qu'il faut faire, ne pas faire, puisqu'on a déjà travaillé sur ce sujet et on a fait pas mal d'allers-retours dans les différents systèmes et avec les différentes organisations pour pouvoir obtenir ce statut. Donc l'idée, c'est de vous débriefer aujourd'hui sur pourquoi ce planning est important, qu'est-ce qu'il y a à faire. On vous donnera des tips and tricks puisqu'on les a expérimentés pour que vous ne perdiez pas de temps sur le sujet. Une présentation en 3 parties où je vais vous rappeler ce que c'est le MACF pour ceux qui ne seraient pas des experts et quel est le planning générique dans lequel on travaille actuellement. Vous refaire une présentation de ce qu'on appelle le package omnibus, qui est une série de simplifications des réglementations qui va s'appliquer à celle-ci et en quoi ça va vous impacter potentiellement. Et sur la 3e partie, je vous expliquerai le mécanisme ou l'activité que nous avons à réaliser, et il faudrait la réaliser avant fin juillet pour être dans les temps, je vous parlerai de planning, avec les différentes actions à lancer, puisque ce qui a été expliqué dans les webinaires des GEC n'était pas tout à fait complet. Donc l'idée, c'est de partager avec vous notre retour d'expérience pour que vous gagniez du temps. Alors, qu'est-ce que le MACF ou la CBAM en anglais? C'est en fait la réglementation miroir de ce qu'on appelle l'ETS, Emission Trading System. Certains d'entre vous sont déjà soumis à cet Emission Trading System. Qu'est-ce que c'est? Ça va être une taxe qui va être applicable sur les émissions de CO2, sur les biens qui sont produits à l'intérieur de l'Europe. Les entreprises qui génèrent ces émissions, c'est-à-dire vos usines par exemple, sont soumises et doivent déclarer les émissions de gaz à effet de serre. Donc cette réglementation est en place depuis 2005. Comment elles devront aussi, ces entreprises, compenser leurs émissions par l'achat de crédits carbone sur le marché. Et elles seront payées, bien entendu, par ceux qui produisent ces émissions et elles s'appliquent à toutes les entreprises avec un certain niveau d'émissions d'énergie fossile. Donc on y retrouve tout ce qui va être consommation d'énergie fossile. Sur le chauffage, j'ai un certain nombre de process. Tout ce qui va tourner autour de la chimie, du vitrage, extrêmement gros consommateur en énergie, de l'acier et de tout un tas d'autres activités. C'est à peu près 11 000 entreprises en Europe qui sont soumises à cet ETS. Alors, les entreprises bénéficiaient d'allocations gratuites sur cet ETS en attendant la mise en place du sujet dont on va parler aujourd'hui, le MACF, le Carbon Border Adjustment Mechanism, donc qui va être une réglementation miroir, ça va être sa réglementation jumelle, où cette taxe va s'appliquer sur les émissions de CO2 de la même façon, pour les biens produits à l'extérieur de l'Europe cette fois-ci, et qui vont être réimportés en Europe.
Une petite différence, dans ce cadre-là, c'est l'importateur, c'est-à-dire l'entité légale qui importe. Ça peut être Renault, si on prend en charge le transport, il passe à aux douanes. Ça peut être vos entités, si vous avez en charge le transport des matières ou le transport d'un certain nombre de biens. Elle a été mise en place en 2024. De la même façon, les importateurs devront déclarer et payer par l'achat de crédit les émissions qu'ils auront importées en Europe. Donc les paiements s'effectueront, alors je vais le corriger, je viens de voir qu'il y a une coquille liée à l'omnibus, c'est pas encore tout à fait faux puisque l'omnibus n'a pas été entériné, mais les premiers paiements devraient intervenir en 2027 si l'omnibus est passé. Donc cette réglementation va s'appliquer pas à pas. Donc le premier pas, qui représente à peu près 50% des émissions importées en Europe, va concerner les engrais, tout ce qui va tourner autour de l'énergie et de l'hydrogène et le ciment. Et pour ce qui nous intéresse un peu plus dans l'automobile, tout ce qui va tourner autour des matières et des biens simples en acier et en alu. Un second step qu'on appelle extension horizontale, on va étendre les domaines appliqués. Donc on n'a pas encore de date exacte, mais dans les textes était déjà mentionné que par exemple les vitrages ou les plastiques pourraient être concernés par cette extension. Bon, le focus qui nous intéresse côté automobile, c'est vraiment côté alu et acier où ça a démarré. Comment on sait qu'on est impacté? La Commission européenne a diffusé une liste de codes douaniers qui sont susceptibles d'être soumis à cette réglementation déclaration et paiement. Et donc, c'est par ces codes douaniers qu'on identifie quels sont les produits qui sont visés par la Commission. Alors, je vais juste recadrer le planning de travail pour vous expliquer où on en est en ce moment. Donc, il y a 2 périodes qui ont été définies. La période qu'on appelle transitoire, c'est cette première période qui va être dédiée à la déclaration et à la mise en place des déclarations des importations, des émissions importées en Europe. Donc, on est quasiment au milieu de cette période, un peu plus loin maintenant. Et elle sera suivie d'une période qu'on appelle effective, qu'on appelle en anglais trading période, où c'est cette période où on commencera à payer pour nos émissions de biens importés. Donc, vous avez, comme nous, commencé à déclarer la première déclaration au 1er janvier 2024. En début d'année, le package Omnibus, ce package de simplification dont je vais parler juste derrière, a été publié et communiqué. Et en parallèle, un nouvel acte d'exécution sur ce qu'on appelle les autorisations MACF a été publié et un portail a été ouvert pour que vous puissiez faire vos demandes d'autorisation de déclarant MACF, qui sera très important puisque ça vaudra pour accord d'importation. Donc si vous n'obtenez pas ce statut de déclarant MACF, vous ne serez plus en mesure à partir du 1er janvier d'importer des biens soumis à la MACF. Donc ça va être un point important et je vous réexpliquerai pourquoi. Donc d'autres grands jalons à venir. 2027, un point important sera le début des paiements sur la base des émissions du titre 2026. Où on devra commencer à mettre en œuvre l'achat de certificats et la remise des certificats dans les systèmes européens. Donc, je vais faire un point sur le package Omnibus. Je ne sais pas si tout le monde a évalué l'impact du package Omnibus. Qu'est-ce que c'est le package Omnibus appliqué à la MACF? Donc, la directive Omnibus, en fait, c'est une réforme législative au niveau de l'Europe qui va simplifier un certain nombre de tâches administratives. Comme nous, vous êtes soumis à tout un tas de demandes relatives à la sustainability, donc le CSRD, le CS3D, la taxonomie européenne et le MACF. Donc l'Europe a travaillé sur ces sujets pour proposer des simplifications, notamment sur le MACF dont on va parler aujourd'hui. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les simplifications. Je vais discuter avec vous et vous présenter celles qui sont majeures et susceptibles d'avoir un impact significatif sur vos activités et éventuellement sur la déclaration.
Donc, les impacts de ce package sont liés aux simplifications dans le reporting, parce que si vous l'avez déjà fait, vous avez pu constater que ce n'est pas l'activité la plus simple à mettre en œuvre à ce stade, sur le calcul des émissions et sur la responsabilité financière. Alors, le premier point important, c'est ce qu'on appelait le seuil de minimis 50 tonnes. Suite à nos différentes déclarations collectives tout le long de 2024, l'Europe a fait une synthèse pour savoir qui étaient les plus gros émetteurs et combien d'entreprises ou d'entités importatrices étaient enrôlés dans cette activité. Donc, ils se sont aperçus que si on mettait un seuil minimal de 50 tonnes d'importation cumulée, cette fois-ci en masse de biens CBAM, on conservait 99% des émissions tout en diminuant le nombre de déclarants de 90%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire qu'en limitant le seuil des émissions à déclarer, seuls 10% des déclarants auront besoin de déclarer tout en gardant le maximum d'émissions. Donc, vérifiez bien si vous êtes impacté ou pas par cette réglementation et par ce quota minimal. Donc, ce quota minimal, je le rappelle, c'est de 50 tonnes de masse en cumulé sur l'année par entité importatrice. Donc, si vous avez plusieurs entités dans votre groupe qui importent, faites bien l'évaluation. Il se pourrait, et c'est notre cas aussi, qu'un certain nombre de toutes petites entités qui n'importent pas beaucoup ne soient pas concernées ou soient exclues maintenant de la déclaration, ce qui simplifiera les activités. Alors attention quand vous allez travailler sur ce sujet, c'est que les douanes vont suivre en temps réel les importations par les autorités et si vous n'avez pas demandé votre statut de déclarant, par exemple que vous étiez à 49 tonnes les années d'avant et que vous disiez j'en ai pas besoin, ils vont suivre en temps réel et il y aura un risque de pénalité et de blocage si vous dépassez ce seuil de 50 tonnes. Donc checkez bien vos imports passés mais aussi vos projections futures pour être sûr que vous ne soyez pas bloqué à quelque moment que ce soit sur vos imports. Donc une bonne nouvelle quand même, toutes les petites structures et les petites entités vont être exclues de cette activité de déclaration. Alors, le deuxième point qu'on avait tous réclamé avec force, pour ceux qui ont entrepris de travailler avec leur supply chain pour collecter les données d'émission des produits qu'on importe, ça peut être très compliqué de récupérer les informations sous le bon format. Donc, l'Europe nous a entendus et a proposé de pérenniser ce qu'on appelle les valeurs par défaut. Ce sont des valeurs d'émission pour un certain nombre de produits qui sont fournis en fait par l'Europe. En gros, c'est associé à un set code, ils vont vous fournir des émissions génériques que vous pourrez utiliser en lieu et place des informations de vos fournisseurs si vous ne les avez pas. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle puisque pour nous travailler sur la collecte de ces informations, ça peut être très chronophage et fastidieux de collecter l'ensemble de ces informations. Néanmoins, ces valeurs par défaut que vous pourrez utiliser, ce set de valeurs par défaut que vous pourrez utiliser, a aussi été retravaillé. Donc précédemment, ce devait être le plus mauvais, basé sur le plus mauvais émetteur en Europe, qui n'est pas forcément représentatif de ce qui se passe dans le monde. Les nouvelles valeurs qui seront publiées seront sur la base de la moyenne des 10 plus mauvais pays hors Europe, ce qui peut potentiellement significativement réaugmenter le niveau des émissions et donc des compensations à payer. La deuxième bonne nouvelle sur ce set de valeurs par défaut, c'est que si vous utilisez ce set de valeurs par défaut validé et fourni par la Commission européenne, vous n'aurez plus besoin de faire certifier les valeurs de vos fournisseurs. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle si vous utilisez ces sets, de ne pas avoir besoin d'un service supplémentaire de certification des données, sachant qu'à ce stade, nous ne savons toujours pas ce qui va être certifié, si c'est la méthodologie ou si ce sont les valeurs réelles des fournisseurs qui pourraient être un point important et bloquant à terme. De la même façon, des valeurs par défaut vont être données pour des prix de carbone payés hors Union européenne.
C'est-à-dire que des systèmes ETS ou des systèmes de taxes d'émissions de CO2 sont déjà appliqués dans certains pays. Donc l'idée, c'est qu'il n'y ait pas une double peine, c'est que vous payez dans le pays local et quand vous importez, vous repayez. L'idée, c'est de dire que si vous avez déjà payé cette taxe dans un pays, l'information peut être compliquée à récupérer. Un set de valeur par défaut sera donné par l'Europe pour représenter ce prix déjà payé localement sur les produits dont on parle. Donc une double bonne nouvelle, les valeurs par défaut vont être de nouveau actives dans les systèmes. Néanmoins, elles risquent d'être majorées. Donc regardez bien par rapport à vos imports si c'est le cas ou pas. Et la deuxième chose, vous pourrez faire valoir un prix du carbone déjà payé en dehors de l'Europe et donc faire baisser la facture lorsque la phase de trading sera en place. Donc, le dernier point qui va être important pour nous tous, ce qu'on appelle la responsabilité financière, donc la phase de paiement. Donc le paiement a été reculé, la proposition propose de reculer d'1 an le paiement et de ne travailler qu'à partir de février 2027 pour l'achat des quotas au titre des émissions 2026. Donc, sur la précédente version, nous devions payer en début 2026 pour nos émissions de cette année 2025. Donc on a une année de sursis sur le paiement de cette redevance carbone. Alors, un autre point favorable pour votre trésorerie et la nôtre aussi, c'est que contrairement à l'ETS où vous pouvez acheter à n'importe quel moment des quotas, il est demandé dans la réglementation MACF de détenir, d'avoir trimestriellement en main 50% des quotas. C'était 80% et la proposition est de passer à 50% des quotas. Donc nous, entreprises importatrices, on aurait été dans l'obligation d'acheter ces quotas sur le marché à hauteur de 80% de nos émissions. Maintenant, ce quota pourrait passer à 50% et donc moins d'argent à dépenser trimestriellement pour pouvoir couvrir ces émissions. Le dernier point sur cette responsabilité financière, c'est que le temps pour s'organiser et remettre et déclarer ces différents quotas est repoussé du mois d'avril au mois de septembre pour être synchrone sur ce qui se passe aussi sur l'ETS. Donc, basiquement, le package Omnibus, qu'est-ce que c'est ? Ce package de simplification. Donc, simplification qui va sortir du système de déclaration les petites entités importatrices. Checkez bien vos entités, les imports de vos entités par EORI, par entité importatrice. La mise à disposition de valeurs par défaut, soit pour les émissions du produit, soit pour le prix du carbone payé localement. Et un petit peu de flexibilité dans la partie paiement, décalage d'1 an des paiements et trimestriellement la mise en place d'un paiement mais moins élevé que ce qui aurait dû être le cas au début. Donc à ce stade, l'Omnibus est bien une simplification. On en voit les effets et l'intérêt pour nos différentes entreprises, qu'elles soient PME, PMI comme les grandes entreprises. Néanmoins, ça reste une proposition législative. Un accord politique provisoire a été conclu le 18 juin. Néanmoins, la proposition n'est pas encore appliquée. Elle doit désormais être adoptée pour entrer en vigueur. Donc on espère qu'ils le feront vite et que les délais de la Commission européenne soient assez rapides pour qu'on sache rapidement qui est exclu du système via le seuil de minimis ou pas et comment on va s'organiser. Donc il va être important de suivre, alors il est annoncé, là, ce qui se discute en coulisses, cette proposition-là de simplification devrait potentiellement être entérinée au mois de septembre. Alors, pour pouvoir déclarer à partir de janvier 2026 et puis préparer la phase de paiement, l'ensemble des entreprises ou des entités importatrices va devoir obtenir ce qu'on appelle un statut de déclarant MACF autorisé. Donc, ce statut va être très, très, très important
du fait qu'elle va valoir autorisation d'importation au 1er janvier 2026. Si vous êtes susceptible d'importer des biens CBAM, que vous importez des biens CBAM, il est important d'appliquer la procédure pour obtenir ce statut de déclarant MACF. Sinon, vos biens seront bloqués à la douane et des pénalités pourront vous être appliquées. Alors, il va y avoir des prérequis qui sont spécifiques à chaque pays. Il y a des prérequis spécifiques à la Roumanie, à la France ou à d'autres pays, la Belgique ou ailleurs. Donc il va bien falloir scruter ce qu'il y a à faire parce que les prérequis ne sont pas identiques et ne sont pas alignés entre les pays. Donc ces prérequis devront être réalisés avant de déposer le dossier de demande dans le portail MACF européen. Donc aujourd'hui, on va faire un focus, et je vais vous faire un focus sur les prérequis France. Si d'autres sont intéressés par d'autres pays, j'ai une fiche pour d'autres pays. Demandez à Thierry, on pourra peut-être les joindre dans la présentation, mais l'idée aujourd'hui est de faire le focus sur celle qui est la plus compliquée, pour le dire simplement, qui est celle de la France. Donc, je vais vous expliquer quels sont les prérequis et les procédures à appliquer, puisque ce qui a été présenté par la DGEC n'est pas tout à fait complet. De vous refaire la liste des documents demandés par les différentes administrations, qu'elles soient douanières ou celles des National Competent Authority, pour lancer la demande d'obtention de ce statut de déclarant. Et je vais vous sensibiliser aussi sur le planning, puisque des délais longs sont annoncés. Ne vous y prenez pas au dernier moment, je reviendrai dessus. Alors, ce visuel est valable pour les différents pays. La seule chose qui va varier, ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont les prérequis. Donc, pour pouvoir obtenir votre statut de déclarant, vous allez devoir réaliser un certain nombre de prérequis. Je parlerai ceux de la France juste dans le slide derrière. Ils sont spécifiques à chaque pays, renseignez-vous bien. Puisque les demandes ne sont pas identiques. Par exemple, en Roumanie, c'est assez simple, il y a peu de choses demandées. En France, ça a été un peu plus compliqué. Une fois que vous avez réuni ces prérequis, vous allez devoir réunir des informations et des documents qui vont être nécessaires à la demande. Vous allez devoir réunir un certain nombre d'informations financières ou non financières qui vont être les attestations de régularité fiscale de moins de 3 mois, votre dernière liasse fiscale si votre entreprise a moins de 2 ans, la fourniture d'une garantie financière et vos volumes d'importation et la valeur monétaire de vos importations pour l'année 2025, mais aussi la projection 2026. Donc il va être important parce que ça peut prendre un peu de temps, surtout si vous déclarez à niveau groupe et que vous avez des entités importatrices qui sont couvertes par le groupe dans les déclarations, c'est de dire que vos CFO, vos directeurs financiers vont devoir travailler un petit peu pour fournir des informations par entité importatrice. Et de la même façon, des informations seront demandées sur vos projections d'importation. Donc, il va être important d'être le plus précis possible, ce qui va aussi être important par rapport aux seuils des minimis des 50 tonnes, ce qui vous permettra de vous placer par rapport à ça. Donc, anticipez bien cette activité parce qu'il y a un peu de travail côté financier pour répondre dans le format attendu par l'Europe, qui n'est pas le format de la déclaration financière de groupe, mais de la déclaration des entités importatrices. Donc, une fois que vous avez réuni ces informations, vous pourrez aller dans le portail pour lancer votre demande d'autorisation. Vous devrez joindre ces documents. Donc, un pas à pas a été fait par la DGEC qui est très bien fait puisqu'on l'a testé. Le lien est disponible là, dans la présentation que vous aurez, il sera opérationnel. Néanmoins, par rapport à certains points de cette déclaration, notamment la déclaration sur l'honneur sur Serious or Repeated Infringement et Serious Criminal Offenses, ça va demander un avis juridique et fiscal. Et l'idée, nous on a travaillé sur ce sujet, c'est un point important qui pourrait conduire à une fausse déclaration. C'est un point à vraiment faire vérifier par votre service juridique et fiscal. Alors, un dernier petit point sur les tips and tricks.
le portail, vous ne pourrez pas valider dans le portail si vous êtes sur Chrome. Il faut absolument que vous basculiez sur Edge. Parce que ça a bugué un certain temps pour nous, on ne comprenait pas pourquoi. C'est que la validation n'est pas supportée sur le portail Chrome. Basculez sur Edge. Vous gagnerez tous un petit peu de temps. Donc en résumé, 3 étapes pour pouvoir déposer sa demande de déclarant. Remplir les prérequis qui sont spécifiques à chaque pays, réunir les informations et documents nécessaires à votre demande d'autorisation et faire sa demande d'autorisation dans un portail spécifique. Alors, je tiens à préciser que ce portail n'est pas le même que celui que vous utilisez actuellement pour vos déclarations d'émission. C'est un second portail qui a été mis à disposition. C'est un autre outil. Donc, utilisez bien le lien que vous voyez à l'écran. Sinon, vous ne trouverez pas l'interface pour faire la déclaration. Donc, il y a bien 2 portails. Le portail sur lequel on déclare en ce moment nos émissions et qu'on déclare depuis janvier 2024, et ce nouveau portail qui servira a posteriori. Donc là, vous allez devoir déclarer ou demander votre statut de déclarant. Alors, si je passe aux prérequis, alors je vous rassure sur l'ensemble des prérequis qu'on a déjà lus, la France reste lui qui est le plus compliqué et le plus dense. Donc, c'est qu'avant de procéder à la demande dans le portail que vous avez eu précédemment, vous allez devoir passer un premier SAS qui va être les prérequis France. Donc, le préalable à ce prérequis, c'est de dire qu'il n'y a pas que les prérequis, vous allez devoir préparer les prérequis, vous allez devoir obtenir le mandat du dirigeant de l'entité importatrice. Ce qui peut être assez compliqué. Par exemple, pour Groupe Renault et Renault SAS, il a fallu demander le mandat à notre CEO, M. Deméo, pour pouvoir demander notre statut d'autorisation MACF. Et qui dit un mandat, dit des mandats en cascade. C'est un point important. Faire des mandats en cascade pour de très grosses entreprises, ça peut prendre un certain temps. Donc, essayez d'anticiper cette demande de mandat du dirigeant, surtout si vous avez une organisation compliquée ou que vous êtes avec des entités multiples. Par exemple, pour Groupe Renault, on a Mobilize, Customize, Renault SAS, on a un certain nombre, et donc les mandats ne sont pas les mêmes en fonction des entités importatrices. Un point important, demandez bien à votre PAE, donc c'est à l'administration des douanes, c'est le pôle d'action économique dont dépend le siège de votre entreprise, de confirmer la conformité du document que vous allez remettre avec leurs attentes. Nous avons été obligés de le refaire 3 fois. Donc de la même façon, ça prend du temps puisqu'il a fallu les faire re-signer. Donc encore une fois, anticipez bien cette activité. Si votre chaîne de décision est courte, ça peut être très rapide. Si votre chaîne de décision est longue ou complexe, ça peut mener à des délais significatifs. Une fois que vous avez obtenu ce mandat, vous allez pouvoir lancer les prérequis. Et de la même façon, essayer de les lancer rapidement pour pouvoir respecter les délais après de traitement de vos dossiers. Donc vous avez 3 prérequis. Le premier, c'est de demander la création d'un EORI Sirène. Peut-être que le fait que vous ayez demandé un l'EORI Sirène, vous l'avez demandé en même temps. Si ce n'était pas le cas, vous avez, je ne vais pas le détailler aujourd'hui, vous avez un tutoriel très bien fait via l'application Soprano. Vous pouvez faire la demande de votre EORI Sirène. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien qui vous expliquera le pas à pas pour obtenir cette EORI Sirène. Donc demandez bien à votre responsable financier ou douanier si votre groupe, votre entité importatrice est bien le détenteur d'un EORI Sirène. Le deuxième prérequis, c'est la création d'un compte IE Login. Donc, beaucoup d'entre vous, les activités de la CBAM sont prises en charge par l'équipe des taxes et douanes. Ce n'est pas le cas chez tout le monde, où ça peut être des équipes spécialisées. Donc, vous allez devoir créer un compte IE Login pour pouvoir ensuite redescendre ces informations dans un formulaire qu'on vous demandera. Donc, de la même façon, un tutoriel existe, il est très bien fait. Suivez-le jusqu'au bout, puisque sur la dernière page, on vous demandera de récupérer un certain nombre d'informations. C'est un petit peu complexe d'y retourner après. Donc, suivez bien ce tutoriel qui est vraiment très très bien fait pour obtenir la création du compte e-login des différents intervenants qui vont travailler pour la déclaration CBAM. Une fois que ces deux pas, l'obtention d'un EORI Sirène
et la création d'un EU login ont été faits, il faut les faire avant, vous pourrez, parce que vous avez besoin des informations qui seront contenues dans les documents, vous pourrez demander la création d'un compte MACF à votre pôle d'action économique. C'est, si vous ne savez pas qui est votre PAE, demandez avec votre responsable taxes et douanes, il vous fournira le contact. Il est différent en fonction des sociétés. Donc, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez devoir remplir un formulaire, et je vais le détailler après, un formulaire de demande de création de compte. Et ce formulaire, vous allez devoir l'envoyer accompagné de la version PDF du mandat que vous avez obtenu, qui était le mandat du dirigeant de l'entité importatrice. D'où l'importance de lancer les activités le plus vite possible, puisque vous allez avoir besoin des documents que j'ai mentionnés précédemment pour pouvoir lancer ces activités. Il y a un cadre strict à respecter pour que votre réponse ne soit pas transférée au mauvais service. Respectez bien les points 1, 2 et 3, c'est-à-dire de bien intituler votre courriel pour que ça retombe dans le bon service et les bonnes personnes. N'oubliez pas de dater et signer le formulaire, même s'il n'y a pas de case prévue à cet effet. C'est très agaçant d'avoir l'impression d'avoir tout fait, qu'on vous renvoie le document parce qu'il n'est pas daté signé alors que ce n'était pas demandé. Et surtout, je reviendrai après, n'oubliez pas de cocher obligatoirement la case délégation du formulaire, sinon vous ne pourrez plus y revenir après et vous ne pourrez pas déléguer, ce qui est un problème. Donc, même si à ce stade, vous n'avez pas de personne à qui déléguer, cochez cette case puisque vous pourrez a posteriori dans le portail européen déclarer des délégations à des collègues en cas de vacances ou si vous changez de poste. Et vous recevrez à l'issue de ça, quand vous aurez envoyé votre formulaire ainsi que les documents qui doivent l'accompagner, vous recevrez la confirmation de votre préAE, de la création de votre compte, et vous pourrez revenir au slide précédent qui est de faire votre demande d'autorisation dans le portail. Si cette étape préalable, ce prérequis préalable n'est pas réalisé, vous ne pourrez pas déposer votre demande dans le portail européen. Alors, quel est ce formulaire? Donc, ce formulaire, c'est un fichier Excel que vous allez devoir remplir. Donc, il est valable uniquement pour la France, je rappelle. Hein. Vous avez ici, ce que je vous ai présenté, ce sont les activités, les prérequis pour la France. Donc, vous allez devoir déclarer un certain nombre d'informations, notamment votre EORI-SIREN, les informations données lors de votre enrôlement dans l'IE Login. Donc, il va être important de bien récupérer ces informations préalables, ce qui vous fera gagner du temps. Vous devrez aussi joindre, si vous avez une délégation du responsable de l'entité, vous devrez joindre aussi les mandats accordés, la copie des mandats accordés. C'est très important. Et pas forcément un seul mandat, c'est vous, si vous avez des mandats en cascade, complexité ou grandes entreprises, il va falloir envoyer les différents mandats accordés en cascade du représentant légal jusqu'à la personne qui sera le déclarant. Alors encore une fois, sur la partie délégation, cochez oui, ça n'engage à rien à ce stade, ça vous évitera juste d'être coincé après si c'est coché non, c'est-à-dire que vous ne déléguerez pas. Donc là, ça n'engage à rien. Vous remplirez des noms ou pas dans le système après. Cochez oui, ça vous laissera l'opportunité a posteriori de pouvoir retravailler la question. Et n'oubliez pas, c'est tout bête, mais c'est agaçant, de dater et de signer le document que vous leur enverrez. Sinon, il vous sera renvoyé, même s'il n'y a pas de case prévue à cet effet. Donc en soi, ce n'est pas ultra compliqué, il faut juste suivre les prérequis, et ces prérequis n'étaient pas forcément extrêmement détaillés, où il était juste mention d'obtenir l'autorisation du PAE là, dans le pas à pas qu'avait fait la DGEC. Il y a un peu plus que ce qui était décrit à faire sur ce sujet, notamment sur les mandats et sur le formulaire. Donc, ces slides vous seront fournis, vous pourrez y référer après la réunion, il n'y a pas de souci, et les liens seront actifs dans la présentation qu'on vous fournira. Et encore une fois, ces prérequis sont valables uniquement pour la France, elles sont différentes d'un pays à un autre. Il va falloir checker ce point en fonction des pays importateurs de vos sociétés.
Toutefois, la partie de déclaration là dans le portail est commune à l'ensemble des pays. Ce slide est valable pour les différents pays. Alors pourquoi on s'est permis, pourquoi on en a discuté aujourd'hui, c'est que pour pouvoir réaliser toutes ces actions, il y a un certain délai. Donc pour pouvoir faire les prérequis, les délais dépendront par exemple de la complexité des mandats à obtenir, ça peut être assez long dans certains cas. Donc pensez bien à anticiper ces activités. La dépose dans le portail n'a pas posé problème, nous l'avons fait, nous avons déposé nos demandes, c'est à peu près 30 minutes quand on est bien concentré. La problématique qu'on a, c'est les délais annoncés de validation par l'Europe. Par exemple, on a déposé une demande pour une de nos entités cette semaine qui était un petit peu en retard. Si vous avez déposé la demande cette semaine, en gros, il s'autorise jusqu'à fin octobre pour pouvoir valider votre dossier. Donc ça doit être en fonction des demandes, etc. Donc ce qu'on vous engage, c'est vraiment à réaliser vos demandes dans le portail le plus rapidement possible pour éviter les délais. C'est si tout le monde s'y prend au dernier moment, les délais vont être intenables. Et je rappelle que l'enjeu, c'est votre autorisation d'importation de ces biens au 1er janvier 2026. Donc, des délais additionnels peuvent être nécessaires. C'est si jamais pour une raison quelconque, votre dossier est refusé. Il faudra resoumettre un dossier avec des demandes additionnelles et vous aurez donc un délai supplémentaire de traitement. Ce qui fait quand même un délai de traitement assez long s'ils sont sur les délais maximum envisagés. Donc sur cette partie d'obtention de votre statut déclarant, c'est important, ça vaut autorisation d'importation à partir du 1er janvier 2026. Lancez bien les prérequis et les dépôts de dossiers le plus rapidement possible au mois de juillet. Pour pouvoir être bon au mois de décembre, si on cumule tous les délais, lancez les activités au mois de juillet. Ne restez pas tout seul à l'intérieur de votre entreprise, pensez bien intégrer les différents services financiers et juridiques, notamment sur les déclarations sur l'honneur qui pourraient conduire à de fausses déclarations et poser souci a posteriori. Donc remontez bien au bon niveau, c'est pas juste cocher une case, c'est vous engager sur l'honneur que ce que vous dites c'est vrai. Donc sur des points importants de respect de la réglementation. Donc, incluez bien vos services ad hoc sur ces sujets pour être sûr que la réponse que vous ferez sera bien la meilleure réponse avec la meilleure connaissance à l'instant T. Je réattire votre attention, c'est très important, sur des potentiels longs délais de traitement par les autorités nationales compétentes, la DGEC notamment, ou l'Union européenne, qui peuvent rallonger significativement les délais s'il y a un rush, s'il y a beaucoup trop de personnes qui demandent en même temps, qui demandent les accréditations. N'attendez pas le dernier moment en fin d'année pour obtenir pour mettre dans le portail vos déclarations et obtenir votre statut. Vérifiez aussi, ça évitera un certain nombre de désagréments a posteriori, vérifiez bien si jamais vous étiez borderline avec le seuil de minimis des 50 tonnes en vous disant j'ai pas besoin d'avoir de statut déclarant parce que je ne suis plus concerné, vérifiez bien la projection sur plusieurs années. Est-ce que mon business est en train de monter et je vais avoir besoin d'importer plus? Puisque si vous n'avez pas ce statut de déclarant et que le quota des 50 tonnes en masse est dépassé, vous aurez des pénalités financières jusqu'à régularisation et potentiellement le blocage de vos biens à l'import. Donc c'est vraiment important de bien se projeter et d'être sûr que si on approche ce seuil, parce que eux le vérifieront, c'est bien inscrit que eux vérifieront en temps réel de façon très proactive à quel niveau du seuil vous êtes. Je dépasse le seuil de 50 tonnes, j'ai des pénalités et je peux être bloqué. Alors, je vais parler un petit peu du planning de travail de cette année, parce que là, on parle du package omnibus et de l'autorisation, de l'obtention de l'autorisation de déclaration pour le 1er janvier. Il y a d'autres points qui vont être importants pour préparer l'avenir. Donc là, vous avez le planning détaillé de travail de la Commission européenne sur 2025. Si vous voulez prévoir vos budgets, puisque nous paierons en 2027 au titre des émissions 2026, donc vous allez devoir travailler sur des provisions budgétaires 2026. La formule de calcul des émissions, des valeurs par défaut, etc. seront publiées courant Q3 2025.
Donc n'hésitez pas à rester en veille active. Peut-être qu'on reviendra avec plaisir pour vous donner le détail de ce qui va se passer, et ça permettra d'estimer quels vont être les montants qu'on devra payer sur ce sujet. De la même façon, pour l'instant, on a zéro information sur la certification et la vérification des datas par une tierce partie. Ça devrait être aussi, ce point devrait être aussi publié courant Q3 2025 pour savoir ce qu'on a collectivement à faire, ce qui peut être aussi une charge de travail et financière pour vos équipes. Alors Q4, le mécanisme va s'affiner. L'Europe va publier les prix du carbone payé à l'étranger et le prix des certificats. Donc ça va vous donner une idée là, de l'enveloppe budgétaire approvisionnée et ainsi que l'ajustement pour prendre en compte des allocations gratuites. Dans le système actuel ETS qui est l'effet miroir, il y a des allocations gratuites. De la même façon, le MACF va bénéficier d'un certain nombre d'allocations gratuites qui pourraient baisser le besoin en achat de quotas. Donc n'hésitez pas à mettre des veilles sur ces points, ça vous permettra et ça nous permettra tous d'affiner les discussions sur ce sujet. Alors j'en ai fini pour cette présentation assez opérationnelle et qui était centrée sur le statut de déclarant, qui va être un point important, vous l'avez compris. Ce que je vous propose, c'est de passer à la session de questions et réponses. Oui, merci Ingrid pour ta présentation très claire et très pédagogique. Ça vous permet de voir à la fois, de vous redonner une information si tant est que vous ne l'ayez pas eue, voir un petit peu quels étaient les impacts de la loi Omnibus. Et effectivement, je pense que ça a dû rassurer 90% du tour de table, mais aussi alerter les 10% restants en disant il est temps de s'en occuper parce que même si on prévoit les choses au 1er janvier 2026, les statuts de déclarants autorisés, c'est maintenant qu'il faut s'y prendre et avant les congés d'été. Donc d'où l'intérêt de ce webinaire.